Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Studio. Le thème de l'émission d'aujourd'hui sera les relations franco-chinoises. La Chine peut sembler difficile à comprendre vue de l'Occident. Cette difficulté s'explique par différents facteurs, barrières de la langue, différences culturelles et idéologiques et désormais circulation restreinte par la crise sanitaire. Dans un contexte international tendu, marqué par une guerre informationnelle, les esprits tendent à se polariser pour tenter de mieux comprendre cet empire du milieu qui nous fascine autant qu'il nous effraie quelquefois. Nous avons fait appel dans cette émission à un passeur de culture. Je vais vous le présenter dans un instant. Bonjour Subo. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. Vous êtes un ancien diplomate, vous avez été commissaire général adjoint à l'exposition universelle de Shanghai en 2010 et conseiller stratégique à l'UNESCO. Vous êtes également enseignant à l'ESCP Europe et à la CEIBS et vous présidez l'association des amis de Wu Tianmin. Enfin, vous êtes l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, je crois, en chinois pour la plupart et puis aussi certains en français, dont le dernier s'intitule « Au commencement était Shanghai » et il vient de sortir en mai 2022 aux éditions Sidney-Laurent. Alors, vous avez été en poste en tant que diplomate, donc dans plusieurs pays, notamment des pays francophones d'Europe, et puis vous avez été également évidemment à Paris. Vous êtes donc un observateur du dialogue entre la France et la Chine depuis une quarantaine d'années. Pour vous, quelles sont les caractéristiques de la relation France-Chine, ses points forts et ses points faibles ? Les caractéristiques de la relation franco-chinoise, à mon avis, deux mots qui viennent tout de suite dans ma tête, c'est émotionnel et stratégique. Quand on parle émotionnel, l'histoire peut monter très haut, très longtemps. On peut monter à la cour de Versailles de Louis XIV, même avant la dynastie des Ming. Les juristes français sont déjà en Chine. Oui, là c'est dans le temps très long. Oui, c'est long. Mais pour parler de temps beaucoup plus proche de nous, récent, l'histoire contemporaine, par exemple, nos ancêtres, nos fondateurs du pays, de la République populaire de Chine, il s'agit du premier ministre Zhou Enlai, le dirigeant Deng Xiaoping, ils sont tous venus ici. Donc la France, pour nous, c'est un pays phare. Avant d'être les fondateurs d'ailleurs de la Chine nouvelle. Ils sont des étudiants, ils viennent, ils apprennent, ils observent, c'est important. Même la naissance du Parti communiste chinois est largement influencée par la Révolution française. Les qualités, liberté, fraternité, ce sont les devises françaises, mais sont foncièrement enraciné dans l'esprit de la classe intelligentsia chinoise. Mais quand je parle de ce côté stratégique, ça c'est très important, parce que c'est De Gaulle qui nous a reconnus. En 1964. Voilà, il y a bientôt 60 ans. Oui. Donc les Chinois savent cette relation très particulière. Et même chose pour les Français. Les Français aiment la Chine, il y a la culture. Qu'est-ce qui ne connaît pas la culture chinoise? Donc je pense que ce côté émotionnel, c'est la culture. Donc on a cette histoire commune, on ne trouve pas donc, des cette liens relation. Assez forts, hein. Oui, on ne trouve pas cette relation, par exemple, avec les Américains, ou avec les Anglais, ou avec les Allemands, avec d'autres pays européens. Il n'y a que la France et la Chine. Donc ça, c'est plutôt les points forts. Ah oui. Alors maintenant, quels sont les points faibles? On vit un temps de globalisation, donc c'est plutôt de digital, avec le WeChat, Facebook, Instagram. On vit très vite, on vit à temps court. Il y a trop de l'offre. Il n'y a pas de choses substantielles. On ne sait pas comment décerner substantiel et fondamental. Tout le monde pense trop vite et on ne regarde pas d'une manière tranquille. Hein. Donc, avant, on a le temps. Maintenant, on n'a pas le temps. On est tous, en quelque sorte, victimes des choses qui sont imposées. On n'a pas ce contact indépendant, c'est-à-dire qu'on ne se rencontre pas tous les jours. Il faudrait qu'on fasse ce genre de passerelle entre les deux sociétés. Des difficultés pour communiquer finalement. Je pense, hein, parce qu'on ne parle pas la même langue, c'est loin, et puis c'est le média, maintenant c'est le Covid. Si on s'en tient au traitement fait dans les médias, on peut dire que la relation entre la France et la Chine n'est pas à son meilleur niveau ces derniers mois. L'image de la Chine a été sérieusement écornée ces derniers temps
par des informations autour de la situation, notamment à Hong Kong ou encore au Xinjiang. Cela a déjà eu des répercussions bien concrètes, puisqu'on s'en souvient par exemple, en 2021, l'accord global sur les investissements Chine-UE, qui devait être signé après 7 ans de négociations, a été gelé par les eurodéputés. Comment analysez-vous cette situation et comment pourrait-elle évoluer d'après vous ? Moi, c'est une grande tristesse en tant que quelqu'un qui fait toute sa vie pour rapprocher le peuple. C'est pour ça que c'est mon devoir d'expliquer aux Chinois tel que le monde que je vois, et aussi aux Français tel que la Chine que je vois. Ça, c'est l'origine de mon livre. Peut-être on va discuter tout à l'heure. Oui, on va en parler tout à l'heure. Mais concernant cet accord, c'est aussi une déception. Tout le monde se félicitait parce que c'est un accord tellement bien dans l'intérêt réciproque. Pas seulement pour les Chinois, mais aussi pour les Européens. C'est la première fois que la Chine a fait des concessions. C'est la première fois que les entreprises françaises ont des accès dans le domaine qu'avant, c'était plutôt réservé que pour les entreprises d'État chinoises, vous savez. Donc, c'était très, très bien. C'était le 2020. Mais après, il y a le problème, à mon avis, ça se joue dans le contexte de ce duel sino-américain, que vous connaissez très bien, la fameuse doctrine de professeur Cranston. Le piège du Thucydide. Le piège du Thucydide. Donc, entre la Chine et l'Amérique, sans merci. C'est un duel puisque la Chine qui s'émerge, qui représente 80% du PIB américain, donc pour Donald Trump, pour Biden, ils sont conscients que la Chine va dépasser l'Amérique. Ce n'est que le jour compté. Donc je pense que ce jeu géopolitique joue beaucoup. À cause de ce duel sino-américain, plus la Covid, plus la guerre, on est nerveux. On ne va pas des choses avec sang-froid. C'est dommage. Que le ton monte. Moi, je pense que j'étais un ancien diplomate. Donc, la diplomatie, c'est quoi ? C'est la négociation, c'est le compromis. On a perdu le sens de compromis. Tout le monde fait la mise en chair. Ouais, sur enchère, pardon. Qu'est-ce qui paye le prix ? C'est les entrepreneurs, c'est le marché, c'est les consommateurs, c'est le peuple. Quand je posais la question aux entrepreneurs français, aux entrepreneurs chinois, les points de vue sont similaires. On défend la même cause. Mais pourquoi un jour on s'est fâché ? Il faut trouver, je pense, que la solution. Oui. Peut-être on dit que maintenant c'est la guerre idéologique, peut-être il s'agit d'une guerre civilisationnelle, parce que l'image de Chine a été conçue comme ça. Mais vous avez d'autres choses dans la vie. Et alors justement, si on regarde les choses peut-être sur un plan un peu plus concret, puisque vous qui êtes enseignant, notamment dans plusieurs universités, vous avez l'occasion d'être en contact avec des étudiants, avec des expatriés, avec des entrepreneurs, et vous avez donc un regard qui vous permet d'apercevoir une réalité peut-être assez différente de ce que l'on trouve quand on s'intéresse simplement à ce qu'on lit dans les médias. Il y a dans ces communautés des aspects très positifs de la relation France-Chine. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce visage de cette relation ? Oui, par exemple, le cas d'un entrepreneur français est tout à fait différent par rapport à un sinologue français. Les entrepreneurs français me disent que, Monsieur Xu, on ne veut pas être victime entre le choix américain ou le choix chinois. C'est-à-dire que si jamais le duel sino-américain s'impose, nous ne devons pas trancher le camp. Parce que nous voulons être indépendants. Le marché chinois, la Chine est important pour nous. Mais ce qui fait qu'il y a un duel, parce que tout le monde pense que c'est comme ça, c'est le mal, c'est le bien, c'est un peu la guerre civilisationnelle. Ça, c'est le média qui a fabriqué ça. Moi, je pense qu'il faut voir la Chine telle qu'elle est. Donc, je propose plutôt un regard global. Sociétale, c'est un peu comme l'origine de mon livre. Là. Je propose que les Français regardent Shanghai, ce qui se passe en Chine. Il ne faut pas regarder la Chine uniquement par ce regard géopolitique ou idéologique. Ça, c'est pas juste. Et puis, c'est pas vrai. Ça va, à mon avis, ça va mettre la France dans de mauvaises orientations. La France a tout l'intérêt de s'entendre avec la Chine. Vous le savez pourquoi ? C'est le gaullisme. Parce que De Gaulle a dit, la France, c'est une puissance d'équilibre. Tout l'intérêt de la France, c'est de garder ce multipolaire. Ce monde multipolaire
C'est l'ADN de la diplomatie française. Donc, il ne faut pas que le monde soit un même format. La France ne veut pas un pays vassaux des Américains. Si la Chine tombe, si le monde qui est unipolaire, quel est l'intérêt? Mais vous avez le marché chinois, vous avez un contre-pouvoir. Moi, je pense que chacun dans son coin. Quand De Gaulle, qui a reconnu la Chine, n'oublie pas, il n'a pas reconnu le communisme, hein. Il a reconnu la nation, la civilisation, la culture. Même De Gaulle, il a dit que la Chine serait au centre du monde, des affaires du monde, au XXIe siècle. Il n'a pas d'ordre. C'est le cas. Oui. C'était le cas, il a tout prévu. C'est-à-dire que Bronquet Macri, l'émergence chinoise, c'est inévitable. On était dans l'histoire toujours les premiers. C'est à cause de la guerre de l'opium que vous connaissez cette très belle histoire. Avant la guerre de l'opium, on est même un tiers de PIB chinois. Maintenant, on est 20%, dont les Américains ne sont pas très contents. Mais vous savez, le monde est tellement grand, chacun son gâteau. Voilà. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, vous avez rédigé pas mal de livres, une demi-douzaine de livres, je crois, sur la France et la Chine. Le dernier, Au commencement était Shanghai, a été publié au printemps de cette année. Nous avons assisté à un événement organisé pour sa sortie à l'Asia Society à Paris. Tout de suite, on retrouve un aperçu de cette soirée dans ce reportage. C'est sans doute l'un des futurs hauts lieux du dialogue entre l'Europe et l'Asie. La branche parisienne de la prestigieuse Asia Society a ouvert ses portes depuis près d'1 an au cœur de la capitale française. Comme les autres implantations de l'institution fondée en 1956 à New York, elle vise à fortifier la compréhension entre l'Asie et l'Occident. Paris est le premier centre dans l'Union européenne. Notre objectif est le même que celui qu'avait John D. Rockefeller. Nous pensons que l'Asie n'est pas suffisamment connue et autant en 1956 on pouvait dire que c'était bien mais pas absolument nécessaire, de nos jours c'est absolument nécessaire. Et donc on essaie de présenter toutes les facettes des différents pays pour avoir des conversations intelligentes, pour vous donner toutes les couleurs d'un pays et ce qui fait la diversité des différents pays d'Asie. Ce soir, c'est la Chine qui est mise à l'honneur à travers un livre sur la ville de Shanghai. On lit beaucoup d'ouvrages sur la Chine par des Français, mais peu d'ouvrages sur la Chine par des Chinois en français. Et l'intérêt aussi d'écouter quelqu'un comme Bo Xu, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment été, par sa carrière, un témoin de la relation franco-chinoise au cours des 40 dernières années. Originaire d'un bourg près de Shanghai, devenu un haut lieu de la finance mondiale, Xu Bo venait présenter son 2e livre sur la Chine rédigé en français, avec un message. Le message, c'est que dans ce monde compliqué, l'esprit shanghaïen peut servir quelque chose, aux Français autant que pour les Chinois. Parce que c'était un village de pêcheurs et c'est devenu une ville mondialement connue, peut-être mondialement connue, enviée. Mais pourquoi? Parce que les gens qui travaillent, les gens sont pragmatistes, sans aucun dogmatisme. Les gens qui savent très bien comment se débrouiller devant les difficultés. Et maintenant, on a des difficultés. Mais les Shanghaïens, ils ne craignent rien. Ça, c'est l'esprit shanghaïen. Un message qui résonne chez cette compatriote shanghaïenne. Shanghai, c'est une ville où les hommes, c'est presque unique. Ce sont des hommes intelligents qui donnent beaucoup. C'est les premiers hommes de la Chine qui donnent l'égalité femmes-hommes. Dans cette ville. Donc en fait en Chine on a une expression de dire que Shanghai c'est le lieu de naissance des femmes, des grandes femmes. En fait derrière ces grandes femmes ce sont des hommes qui ont l'esprit ouvert. Shanghai, symbole de l'ouverture de la Chine et clé pour mieux la comprendre. Ce livre, Au commencement était Shanghai, vous l'avez écrit pendant le confinement dû à la Covid-19. Et ce sont vos échanges quotidiens avec votre mère, qui est une nonagénaire qui vit toujours à Shanghai, qui vous ont inspiré ce livre. Est-ce que vous pourriez nous raconter donc la genèse de cet ouvrage ?
Voilà, la genèse de ce livre, elle est tout simple. J'étais confiné, j'étais déçu, je suis dans le flou, je suis dans le noir, comme tout le monde. Hein. On ne savait pas la profondeur, la conséquence de le Covid. Donc j'ai essayé de trouver quelque chose pour m'occuper. Et puis je dois m'expliquer à ma mère que je ne peux pas retourner à cause du confinement. On s'attendait pour la retrouvaille de son anniversaire de 90 ans. Donc je suis vraiment très déçu. Et je ne savais pas qu'est-ce que je dois faire. Donc du coup, je pense que par la piété filiale, une valeur chinoise, de l'appeler, c'est important. Culture chinoise. Et puis ça lance tout de suite la conversation. Ça me permet de savoir d'où je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je vais faire. Ça, c'est important. Surtout la sagesse de ma mère en face de cette situation incertaine. Elle m'a consolé. Moi, je trouve qu'elle n'est pas une dame, une grande éducation. Elle était paysanne, elle accompagnait mon père. Par définition, c'est plutôt une femme de ménage. Hein. Mais elle a une sagesse. C'est cette sagesse qui m'a beaucoup ému. Et vous avez profité donc de ce temps où vous étiez un peu bloqué pour partager et découvrir finalement des choses que vous ne connaissiez pas sur votre propre vie, la vie de votre famille. Par exemple, dans quelles conditions je suis né. Ça, c'est vraiment émouvant. Ma mère m'a dit que c'est à peu près 3 heures du matin dont je suis né. Elle est fatiguée. À l'époque, vous savez, je suis né en 1960, c'est la grande famine. Mais je ne peux pas... Le grand bond en avant. Le grand bond en avant, je ne savais pas. Après, mon père, il est allé le matin pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, et il a vu, il a un fils, il est tellement heureux, content. Il a dit à sa femme, à ma mère, m'a dit que, chérie, qu'est-ce que je peux t'apporter? Ma mère lui a dit allez à la cantine chercher un bol de bouillie de riz. J'ai crevé de faim. Bouillon de riz. Bouillon de riz. Ouais. Mais tu sais que, vous le savez, c'est pour moi, moi je suis ému. Ma mère, une dame, elle a donné naissance à un enfant, mais elle n'a rien du tout à l'époque, ni un œuf, ni un gramme de viande, de boisson, ou un milligramme du lait. Mais elle m'a dit que mon fils, c'est comme ça. À l'époque, c'est tout comme ça. Voyez-vous, là, moi, je pense qu'il faut remercier la vie. Remercier ma mère, d'où vient l'histoire de la Genèse. Il y a beaucoup d'émotions transmises dans ce livre, où vous avez essayé de mettre en valeur la petite histoire pour raconter la grande histoire et donc permettre peut-être aux lecteurs français de mieux comprendre Shanghai et la Chine au travers de votre histoire personnelle. C'est une bonne façon pour vous de mieux se comprendre, de passer par ces histoires? Oui, je pense que profondément, on est tous humains. Quand on parle de l'histoire des petits gens, l'histoire de moi, de ma mère, de ma famille et de mes camarades d'enfance, moi je décris un tableau un demi-siècle de métaphores de Shanghai. Après, je vois la transformation sociétale, comment Shanghai, à partir d'un village de pêcheurs, est devenu une ville mondialement connue. Il y a l'esprit shanghaïen, il y a le pragmatisme, il y a la résilience. Donc sans ça, Shanghai ne peut pas devenir une ville mondialement connue. Dans la vie, il faut connaître les gens. Voilà. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que présenter un pays, il faut d'abord présenter les gens. Dans mon livre, j'ai écrit beaucoup de mesures, grandes mesures, du gouvernement central, mais il faut trouver la logique, il faut trouver la réalité sociologique de Chine, dont la Chine a changé. Moi, je pense que l'Occident, en particulier la France, a tout l'intérêt de connaître ce qui se passe en Chine. On ne parle pas de urbanisation, on ne parle pas de digitalisation. Or, ce sont 2 défis majeurs de l'humanité. Et Shanghai est plutôt un peu avant-garde. Mettons que urbanisation. Quand j'étais petit, Shanghai 5 millions, maintenant c'est 25 millions. Nous attendons encore 400 millions de paysans qui ont quitté la terre. Vous revenez aussi dans ce livre sur les liens très particuliers qui unissent la France avec Shanghai. Si on regarde le nombre d'expatriés, je crois que Shanghai se trouve en 3e position derrière New York et Londres en nombre d'expatriés français, qui d'ailleurs, pour beaucoup, vivent dans l'ancienne concession française de la ville, qui est un quartier superbe qu'on visite nécessairement quand on se rend à Shanghai. Pourriez-vous revenir sur cette relation très forte
entre Shanghai et la France? Oui, la relation française ou Shanghai ou la France est très particulière. Et il faut savoir que sans la France ou sans la culture française, Shanghai ne peut pas devenir une ville telle qu'elle est aujourd'hui. Je vous explique pourquoi, puisque il y avait des Anglais, il y avait des Japonais, il y avait des Américains, toutes les puissances qui pénètrent sur Shanghai. Seul que la France a donné cette espèce de regard, de culture, dont c'est la culture qui régionne la ville de Shanghai. Sinon, Shanghai est aujourd'hui, elle peut devenir une ville telle que Singapour, Tokyo, Hong Kong, donc une ville de finance. Ouais. Mais Shanghai n'a pas seulement ça. Shanghai, il y a le savoir-faire, il y a le savoir-vivre. À Shanghai, on trouve un style européen. Les gens aiment beaucoup savoir-vivre shanghaïen, puisque les Shanghaiens sont profondément influencés par les Français. Ouais. Dans mon livre, j'ai beaucoup parlé des jeunes Chinois élites, les entrepreneurs, les artistes qui veulent s'installer à Shanghai, puisque c'est l'art-vivre shanghaïen, donc l'art-vivre français. Alors, votre livre témoigne justement de l'esprit de résilience des Shanghaïens, hein, c'est le terme que vous employez, un esprit qui s'est déjà manifesté par le passé et qui leur donne confiance dans l'avenir et dans l'avenir de cette ville, de cette mégalopole. C'est ce qui permettra à Shanghai de se relever après le confinement dans lequel la ville a été plongée au printemps, d'après vous? Oui, moi je pense qu'il y a double sens. D'abord pour les Chinois, les Shanghaïens en particulier, de se redresser puisque nous avons connu tant de malheurs dans le passé. Donc c'est l'esprit de résilience, l'esprit de résistance. Comme ma mère, elle a eu tant de choses dont elle m'a dit que mon fils c'est pareil. Dans la vie, c'est toujours des surprises. Ça c'est très important. C'est l'esprit de regarder les choses en face, être positif, juger les choses pas par les paroles. Donc les Shanghaïens qui savent très bien, donc ils ne se trompent pas, parce que c'est un peuple très intelligent, donc il sait très bien comment voir les choses. Moi, ce sont des qualités rares, ça permet de rebondissement de Shanghai. Moi, il n'y a pas de raison que Shanghai ne revient pas. Ce confinement, c'est éphémère, c'est un chapitre comme les autres, puisque dans la vie, Shanghai a connu tant de malheurs, mais je pense que ce chapitre va s'oublier. Et donc de l'autre côté... Les lendemains qui chantent attendent Shanghai. Oui, mais je pense que c'est ce que je m'attends de mes compatriotes de Shanghai, ce que je suis confiant. Mais de l'autre côté, je dirais que les Français en particulier, il faut comprendre la Chine par cet esprit de résilience. Ce qui est très important, puisque maintenant il y a trop de l'offre. Mais on ne connaît pas qui est qui, quel est l'ADN des Chinois. On présente seulement ou uniquement cette confrontation de pièges et Thucydides. Donc c'est un peu triste dans la vie. Dans la vie, vous avez 1,4 milliard, vous avez 250 millions Chinois de Shanghai. Là, ils ne regardent pas ce duel Thucydides. Ils regardent leur vie quotidienne. Oui. Ce sont des gens motivés, ils travaillent, ils sont soudés, ils sont disciplinés, ils veulent avoir une meilleure vie. C'est cette force d'avoir une meilleure vie, cette motivation ou ce rêve de Shanghai qui unit les gens. Moi, je pense que c'est une ville d'avenir, c'est un pays d'avenir. Alors, la Chine donc, se présente comme un pays socialiste. Or, c'est parfois difficile à comprendre pour des Occidentaux qui observent depuis plusieurs décennies la croissance prodigieuse de la Chine. Comment la Chine parvient-elle à concilier économie de marché et socialisme? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point? Je pense que oui, tout le monde m'a posé cette question, mais c'est une question qui n'a pas qui n'a pas de secret, puisque on le sait quand on voyage en Chine, quand on regarde, donc d'un côté, c'est un pays qui est écrit noir et blanc dans la Constitution. Le peuple chinois, c'est un peuple pragmatiste. Il juge les choses par le fait, par le résultat, ils ne jugent pas par les papiers. C'est pour ça que l'économie marche bien, c'est pour ça qu'en Chine, tout est facile. L'État qui encourage l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'entraves, il n'y a pas des choses qui sont contre l'enthousiasme de l'entrepreneuriat. Voilà. Or, on ne trouve pas, même dans un système capitaliste, et nous, plutôt, la Chine, c'est un pays plutôt socialiste, mais on est beaucoup plus proche de l'entrepreneuriat. Oui.
C'est ça la force, le L'un dynamisme. n'empêche pas l'autre. Oui, ça n'empêche pas l'autre. Ouais. Ouais. Et ça, c'est très difficile à concevoir finalement pour les Occidentaux. Alors justement, il y a un personnage, hein, je pense, qui a beaucoup contribué à faire découvrir la Chine en France notamment, et aussi la France en Chine. Il s'agit de l'ancien ambassadeur chinois Wu Jianmin, qui est décédé il y a quelques années, et dont vous présidez l'association des Amis de Wu Jianmin, qui porte donc son nom. Est-ce que vous pourriez nous parler de son rôle dans le renforcement des relations d'amitié entre la France et la Chine? L'ambassadeur Wu Jianmin, qui a servi la Chine en France pendant 1998 jusqu'à 2003 en tant que l'ambassadeur. Sous son mandat, il a fait plein de choses, notamment avec le président Chirac, que la Chine a eu beaucoup de coopération, les années croisées, le sommet de Evian, Shanghai Expo. Il y a un grand dossier à la coopération aussi franco-chinoise dans haute technologie, dans l'économie. Donc Wu Jianmin a profondément marqué son passage. C'est quelqu'un qui préconise toujours vivre ensemble, aimer la patrie, aimer l'humanité. Après, il a fait aussi beaucoup de choses. Il est toujours présent dans les grands débats. Il explique aux Français sur la réalité chinoise. Donc, il m'a dit que mon travail, son travail, c'est parler d'une manière authentique, sincère, présenter la Chine telle qu'elle est, mais aussi aux Chinois, le monde tel qu'il est. Donc, il est un bâtisseur de pont entre les deux. C'est tellement merveilleux, mais comme il a eu un accident dont c'est triste. Il a été interrompu. Oui, donc il ne peut pas continuer sa belle cause. Donc je pensais me devoir, parce que je l'ai connu presque 20 ans, on est relation patron-collaborateur, puis amis, compagnons de route. On se parlait des choses d'une manière très libre, très amicale. Moi, je croyais que ça vaut la peine de continuer. Voilà, alors vous poursuivez le travail qu'il avait entamé par le biais justement de cette association. Qu'est-ce qu'elle fait exactement, cette association? On a fait, entre parenthèses, cette bourse Wu Jianmin pour inviter les jeunes Français de connaître la Chine dans ce côté de l'entrepreneuriat et innovation. On a fait beaucoup de colloques pour rapprocher le peuple, puisque dans ce monde qui va trop vite, il y a trop d'infos, trop de l'offre. Il faut que les gens rencontrent et se parlent. Moi, j'en ai fait pas mal, parce que chaque année, il y a de très grands colloques. Aussi, je suis très fier. Tout à l'heure, je parlais de notre relation émotionnelle, les Grandes Guerres. Donc, on a commémoré la Grande Guerre. On invite les descendants des travailleurs chinois venus à Paris pour faire un colloque à UNESCO. Notamment, on a installé une grande statue au parvis de la gare de Lyon pour commémorer l'événement. Les travailleurs chinois venus donner... Puisqu'ils sont arrivés par la gare de Lyon. Oui, puisqu'ils ont pris le bateau, après ils sont à Marseille, ils ont pris le train. Tout est symbolique. Hein. Après, ça fait parler de travailleurs chinois. Les Français sont tellement... Donc tout ça, ce sont des petites actions, des choses qui touchent le cœur, finalement. Il faut présenter d'une manière très concrète. Parler aux Français, parler aux Chinois, c'est pareil. Il faut toucher des gens, émouvoir les gens. Il ne faut pas parler des choses tellement hautes, très belles, mais ça ne touche pas les gens. Toucher les gens, c'est l'essentiel. Moi, je pense que ce côté émotionnel, cette étincelle du cœur, c'est la cause commune. On a tant de choses à se faire partager. Or, avec la Covid ou cette campagne de désinformation ou la campagne de ne pas s'aimer ensemble, moi je veux que les gens s'aiment ensemble, vivent ensemble. Merci Xuebo d'être venu dans cette émission aujourd'hui présenter à nos téléspectateurs votre regard sur les relations franco-chinoises. Merci Jade de m'avoir reçu, j'ai passé un très bon moment avec vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paris Studio.